On dirait des gamines de 16 ans qui n'ont jamais connu l'amour. La présence de bases militaires étrangères au Sénégal. Teble Kemit, cellule pour Aphrodidacte. Les gars, c'est très grave. C'est très grave ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont trahi la cause panafricaine? Est-ce qu'ils ont trahi le peuple sénégalais qui s'est battu pour leur arrivée au pouvoir? Est-ce qu'ils ont trahi les panafricains d'Afrique et du monde entier qui ont œuvré pendant des mois et des mois, qui ont soutenu le PASTEF pour qu'il puisse venir au pouvoir? Je me mets dedans parce que je fais partie de ces personnes-là qui ont activement soutenu Ousmane Sonko, et je pense que le discours qu'il tient et qu'il tenait est, à mon sens, un discours qui va dans le sens de ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'émancipation concrète du peuple africain. Mais est-ce que ces deux personnalités qui sont venues au pouvoir actuellement au Sénégal ont trahi la cause pour laquelle le peuple a voté pour eux? Et très honnêtement, on va rentrer plus en détail dans quelques secondes. Et sachez que je vais donner mon avis de façon tranchée. Comme vous le savez très bien, j'aime pas faire du chipotage. Et je vais rentrer plus en profondeur, justement. Je vais analyser ça sur 3 aspects différents pour que vous compreniez plus en détail mon avis et que vous puissiez en tirer votre propre conclusion. On va commencer par le premier point. Mais avant tout, je vous invite d'abord à vous abonner. J'ai vu que les dernières publications que j'ai faites, il y a des milliers de personnes qui ont regardé et qui sont nouveaux parce que j'ai regardé les statistiques. Il y a pas mal de personnes qui sont nouvelles sur la chaîne. Je vous invite bien sûr à vous abonner, c'est hyper important. Et surtout, ceux qui sont déjà abonnés depuis très longtemps, vous savez qu'il faut liker le contenu pour pouvoir le propulser. Si vous ne likez pas le contenu, il ne sera pas propulsé sur les différents réseaux. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez le contenu, c'est hyper important pour pouvoir le propulser. Et bien sûr, c'est hyper important aussi de pouvoir émuler l'espace commentaire en partageant votre avis. Et donc, avant qu'on puisse aborder justement le cas de ce qui s'est passé cette semaine au Sénégal avec l'invitation de Jean-Luc Mélenchon par le président du PASTEF, à savoir Ousmane Sonko, j'aimerais préciser aussi que ceux qui ne sont pas encore inscrits à ma plateforme KimNewsSchool.com, je pense que c'est le moment de le faire. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai pris une décision ici. Je ne rentrerai pas dans les détails. Ceux qui sont inscrits à la plateforme KimNewsSchool.com ont déjà reçu l'info par mail. C'est le premier lien justement qui est dans la description et dans l'espace commentaire. Vous cliquez dessus et vous allez avoir de quoi il est question. J'ai pris une décision radicale que je pense que ça pourrait intéresser des milliers et des milliers d'entre eux qui m'ont envoyé des mails, etc. Donc c'est le moment donné, je pense que c'est aujourd'hui ou jamais. Donc vous avez le lien dans la description ou tout simplement dans l'espace commentaire. Vous allez voir de quoi il s'agit. Je vais abréger ici parce que ce n'est pas le sujet et on va aborder plus en profondeur justement ce qui s'est passé au Sénégal. Comme je l'ai dit, je vais l'aborder en 3 points. Premier point, c'est Jean-Luc Mélenchon. Commençons d'abord par là. Oui, je sais que Jean-Luc Mélenchon a soutenu le PASTEF lorsqu'ils étaient en train de se battre pour pouvoir faire venir au pouvoir, à savoir Ousmane Sonko, même si c'est Diomaye Faye qui est venu, mais Diomaye, Sonko, on a compris que l'un et l'autre, d'accord. Et on sait bien aussi que la France Insoumise a soutenu ce parti politique pour qu'il puisse arriver au pouvoir, d'accord. Ça, c'est important de le noter. Toutefois, il ne faut pas oublier un aspect qui est hyper important. Et j'avais déjà abordé le cas de Jean-Luc Mélenchon dans l'une de mes vidéos que j'ai fait avant. Pour ceux qui n'ont pas compris, je me répète. Premier point, Jean-Luc Mélenchon, c'est un ancien député et c'est un ancien sénateur français. Ce n'est pas un ami des Africains. Ça, c'est une chose que vous devez comprendre. Il faut que nous autres Africains, nous arrêtons constamment de nous faire infantiliser intellectuellement par le fait que certaines personnes mettent une main tendue vers nous. Ce n'est pas parce que quelqu'un va visiter le mausolée de Thomas Sankara que c'est un ami des Africains. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit oui, je suis pour que la libération de l'Afrique, pour le peuple, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous savez, quand vous étudiez ce qu'on appelle la science politique, vous comprenez une chose, c'est ce qu'on appelle des mouvances. Vous comprenez aussi ce qu'on appelle les faces d'une même pièce. La France insoumise qui représente la gauche française n'est qu'une pièce, n'est qu'une face de la pièce de ce qu'on appelle la France. D'une partie, vous avez la pièce de la gauche, la reliure du milieu, c'est le milieu, c'est-à-dire, on va dire, la République en marche représentée par Macron aujourd'hui. Et l'autre partie de la pièce, vous avez ce qu'on appelle l'extrême droite, à savoir le Rassemblement national français. Mais en fait, ces 3 mouvances-là, que ce soit la gauche, le milieu ou la droite, ne représentent que les 3 points qui vont dans l'intérêt ultime du peuple français. Vous allez me dire, c'est évident ce que tu dis, Will. Oui, mais tout comme c'est évident, il est important de comprendre qu'il ne faut pas accorder quelconque sympathie envers une personnalité politique française, fût-elle sympathique. Je vous le dis, Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas un amoureux des Africains. Il est juste là pour servir de ce que moi j'appelle d'anesthésiste.
Il sert à anesthésier la lutte de libération des peuples afrodescendants en faisant rentrer ça dans ce que moi j'appelle le principe assimilationniste. Et généralement, ça se passe assez simple. Hein. Lorsqu'on sent un mouvement de révolte et de soulèvement des peuples africains et qui travaillent pour leurs propres intérêts, on met directement en avant une personnalité comme Jean-Luc Mélenchon qui va venir dire oui, on va communier aujourd'hui. Thomas Sankara, qui était un homme bien, qui s'est battu. Oui, il parle toujours du bien de nos personnalités, que quand ces personnalités sont mortes, toujours, de leur vivant, on ne parle jamais du bien d'eux. Et je tiens à préciser que lorsque Nelson Mandela se battait avec l'ANC et prenait les armes pour aller lutter pour la libération de son pays avec l'ANC, il était traité de terroriste, même par le dirigeant politique directement en Angleterre et en France. Le roi et la reine d'Angleterre, du moins à l'époque, au début du combat de Nelson Mandela, le considéraient comme un terroriste. Beaucoup de gens ne savent pas ça, mais en fait. C'est juste que quand ces gens-là commencent à collaborer, on commence à être sympathique avec eux. Où je vais en venir en disant ça? C'est qu'en fait, il ne faut pas se laisser avoir par la sympathie qu'ils puissent avoir pour nos morts. Parce que ces gens-là sont déjà morts et donc ils ne peuvent plus rien faire pour nous. Donc bien sûr qu'ils vont dire du bien d'eux. Même demain, vous allez entendre des personnalités politiques dire du bien de Toussaint Louverture. Vous pouvez être sûr, certains. Pourquoi? Parce que ces gens ne sont plus vivants, elles sont déjà mortes. Mais de leur vivant, pourquoi vous ne les avez pas soutenus? Mais c'est un autre débat. C'est juste pour dire ceci. Il ne faut pas accorder un quelconque crédit envers une personnalité occidentale qui arrive, soi-disant, pour communier avec le peuple africain. On ne pourra s'asseoir et discuter de égal à égal que quand on aura une souveraineté militaire, économique et culturelle forte. Le reste, c'est de la bouillabaisse. Le reste, c'est des faux débats. Moi, je vous le dis. Le Jean-Luc Mélenchon que vous voyez venir là, c'est parce que beaucoup qui parlent sont souvent sur le continent africain. Ce n'est pas une insulte, c'est parce que vous n'avez pas côtoyé dans le cœur, entre guillemets, de la bête, comment fonctionne la société occidentale. L'un des maîtres mots de la société occidentale, c'est l'hypocrisie. C'est juste, c'est comme ça, c'est culturel. Et si vous comprenez cette hypocrisie qui est culturelle, vous comprendrez très bien qu'il ne fait que partir d'un jeu de dupes. Moi, je peux vous dire une chose. Rien n'exclut que Jean-Luc Mélenchon ait même été envoyé directement par le responsable politique français. Mélenchon peut-être même a été envoyé directement par Macron. Peut-être que même le fait qu'il ait soutenu le PASTEF, ça a été une posture qui a été proposée par Macron. Parce qu'ils savent personnellement que Macron, s'il le faisait, ça allait créer une forme de dichotomie. Parce qu'on va dire, ouais, bon, il a quand même un discours émancipateur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un parti de gauche qui va servir d'assimilateur, qu'on va créer une forme de lien profond entre ce parti de gauche et cette partie libérateur africain pour soi-disant dire qu'en fait la France est en train de soutenir la libération du continent africain. C'est faux. C'est faux. Cette personnalité politique qui est le cas de Jean-Luc Mélenchon ainsi que la France insoumise jusqu'à Boyard, tout, ne les croyez pas. Moi je vous le dis, ne les croyez pas du tout. Et tout Africain qui connaît comment fonctionne la politique occidentale sait que ce que je suis en train de dire est vrai. Donc il ne faut pas accorder du crédit à toute personnalité politique, surtout quand cette personne a été dans le cœur de la bête et a toujours travaillé dans le cœur. Jean-Luc Mélenchon, le gars, il a plus de 70 ans. Il a été sénateur français, il a été député français. On ne parle pas d'un outsider, on ne parle pas de quelqu'un qui n'a jamais été au pouvoir dans aucune mesure sur le territoire français. On parle de quelqu'un qui est la crème de ce qu'est la production intellectuelle même de la France. Donc, il ne faut y accorder aucun crédit. C'est la première des choses que je veux dire. Même si la France insoumise a soutenu le PASTEF, pour moi, ça n'accorde aucun crédit envers le fait qu'on doit lui accorder une quelconque sympathie. Et il faut être radical et direct par rapport à ça. Parce que c'est sur ça que va se causer fort probablement peut-être la chute de pas mal de partis politiques en Afrique et donc par extension d'hommes forts qui ont voulu se battre pour la libération, mais qui ont fauté par le semblant de sympathie qu'ils pensaient avoir de leur propre ennemi qui était non déclaré. La révolution sénégalaise. Et je dis que les regards sont tournés vers vous. Je vous parle en ami, je vous parle en frère. C'est la première fois qu'à l'occasion d'un de mes déplacements, des gens dans la rue à Paris m'interrompent pour me dire « Alors, vous allez voir Sonko ?» Je n'ai jamais vu ça. Ce qui veut dire que ce n'est pas les Parisiens, c'est les Africains qui vous regardent. Et notre devoir, à vous, les plus jeunes, aux autorités et à nous, qui sommes vos amis et vos partenaires. Je crois que vous l'avez entendu. Vous venez de dire sur quoi nous sommes en désaccord. Je vous le confirme. En effet, je suis le premier législateur français qui ait déposé un texte de loi à propos de la la possibilité du mariage homosexuel. Je suis, si vous voulez le savoir, hétérosexuel. Mais j'ai pensé que cette liberté d'amour devait être ouverte à tous ceux qui voulaient en bénéficier. Et c'est pourquoi je vous dis, les yeux dans les yeux,
que j'assume la position politique. Chez nous, c'est les pires réactionnaires et les pires racistes qui se sont opposés à cette disposition légale. Tant et si bien que je l'assume et je vous dis que je sais que dans mon pays, elle fut controversée. Et nous l'avons réglée comment? Comment l'avons-nous réglée? En votant. Eh bien, peut-être qu'un jour vous-même vous voterez, et alors, votre décision... Mais j'entends, peut-être que non. Mais votre décision, mais vous ferez bien comme vous voulez, et moi aussi. Donc, de mon point de vue, ça c'est la première des choses en ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon. N'y accorder aucun crédit. Deuxième des choses, on va accorder justement un peu plus d'importance sur le concept actuellement nébuleux. Mais je vous assure, pour moi, c'est un concept que jusqu'à maintenant, je ne comprends pas. J'ai essayé, personnellement, de disséquer pour comprendre ce concept, mais je n'ai pas compris. Les gars, c'est quoi le panafricanisme de gauche? Ça veut dire quoi? Panafricanisme de gauche, est-ce que vous savez que lorsque les peuples slaves, les Slaves ce sont les Slovaques, les Slovènes, les Russes, les Ukrainiens, etc., dans une partie aussi des Polonais, tout ça on les appelle, ce sont des peuples slaves. Mais en fait, lorsque les peuples slaves ont voulu s'unir et que le panslavisme a été mis en place, il n'y avait pas de panslavisme de gauche ou de droite. Pourquoi? Parce qu'un mouvement unificateur n'a pas de schisme. Je n'ai pas dit une idéologie politique. Le panslavisme, ce n'est pas une idéologie politique. C'est un mouvement idéologique. Il y a une différence entre les deux. Le mouvement idéologique était le panslavisme qui avait pour objectif justement d'unir les peuples slaves. Il n'y avait pas de panslavisme de gauche ou de droite. C'est pareil pour le pan-germanisme. Quand les peuples germaniques ont voulu s'unir et former une puissance, mais il n'y avait pas de pan-germanisme de gauche ou de droite. Pareil en Italie avec Garibaldi pour le cas de l'irrédentisme. Il n'y avait pas l'irrédentisme de gauche ou de droite. Les gars, il n'y a pas de schisme dans un mouvement idéologique qui a pour but l'unification. Parce que vous ne pouvez pas unir de 10 000 façons. Quand on parle de panafricanisme, il n'y a pas de panafricanisme de gauche. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas un mouvement politique. Comment pouvez-vous associer à un mouvement idéologique qui a pour objectif clair, et ça a toujours été straightforward, de Marcus Garvey jusqu'à Kwame Nkrumah, en passant par Cheikh Anta Diop qui a théorisé pas mal de choses sur la question, ça a toujours été clair dès le départ. Le panafricanisme a pour but l'unification territoriale, économique et culturelle des différentes formes d'africanité. Et par extension, c'est ce que sont en train de faire aujourd'hui les pays de l'AES. Pour ceux qui n'ont pas suivi aussi l'actualité assez récente, les pays de l'AES sont en train de former de façon beaucoup plus approfondie encore ce qu'on appelle aujourd'hui une confédération. C'est-à-dire que vous êtes un Nigérien, demain vous voulez aller au Burkina, c'est comme si vous étiez dans le même pays. Libre circulation des êtres humains, des moyens et des biens et des services. C'est ça le panafricanisme basiquement. C'est d'unir les différentes formes d'africanité sur le continent et par extension dans les différents peuples, notamment dans les Antilles ou autres. Mais ça c'est un autre débat. Donc il n'y a pas de panafricanisme de gauche. Et pour vous poser la question, qu'est de dire, pourquoi les hommes politiques sénégalais actuellement, je parle de Ousmane Sonko, de Bassirou Diomaye Faye, pourquoi ils mettent en avant une chimère politique qui, pour, disons-nous les choses, ne va dans aucune mesure dans l'intérêt même des peuples panafricains et des peuples africains par extension. Parce que, posons-nous une question, à qui profite le crime, comme on dit généralement? À qui profite le fait qu'on crée des schismes, c'est-à-dire des séparations dans un mouvement politique, dans un mouvement idéologique qui avait pour but l'unification? À qui profite cette segmentation-là intérieure? Elle ne profite qu'aux ennemis des peuples africains. Parce que demain, lorsque vous aurez des hommes forts dans d'autres pays africains, ça peut être le Tchad ou autres pays d'Afrique centrale, peu importe, qui vont se dire, les gars, on va s'unir aussi à l'AES, ou on va créer des blocs pour s'unir. En fait, de l'autre côté, vos ennemis, ils vont vous dire, oui, mais en fait, vous n'êtes pas vraiment des panafricains. Vous êtes des panafricains extrémistes. Oui, oui, parce que quand vous commencez déjà à parler de panafricanisme de gauche, vous donnez la porte ouverte aux autres pour commencer à vous parler de panafricanisme extrémiste, de panafricanisme réservé, de panafricanisme modéré. Ne soyez pas choqués que demain, on commence à vous parler de panafricanisme modéré. C'est pour ça que je me pose la question, à qui profite le crime de créer un schisme dans un mouvement idéologique qui a comme objectif clair et simple l'unification des peuples africains? On ne l'unifie pas de 50 000 façons. Et donc pour moi, je vous dirais très honnêtement, je pense que c'est une faute politique hyper grave. À moins que certains me disent que ce soit stratégique, hein, mais c'est justement ça qu'on va aborder dans le troisième point dans cette vidéo. Mais pour moi, c'est un faux pas politique sérieux.
que les hommes politiques sénégalais sont en train de déposer actuellement. Moi, j'ai toujours été, depuis le départ, lorsque j'ai compris la mouvance et le discours justement du PASTEF, j'ai même lu une partie de leur manifesto. Et pour moi, je suis solidaire à ce qu'ils font. Mais je suis désolé, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi se poser des questions. Parce qu'on pourrait encore juger que oui, ils n'ont pas déposé des actes considérables contre les gens qui pillent le pays. Et, ok, on pourrait encore dire oui, ça doit prendre du temps. Mais qui tiennent un discours comme celui-là, qui crée des schismes qui ont pour but déjà de détruire même un mouvement politique qui a toujours été consolidé comme unificateur et il n'y a jamais eu de schisme dans le panafricanisme. Mais en fait, c'est hyper grave. C'est hyper grave. Donc si j'en parle comme ça, il faut comprendre les gars, c'est hyper grave. Ce qu'ils sont en train de créer actuellement, c'est un précédent. Parce que demain, je vous dis, on va commencer à vous parler de panafricanisme modéré, de panafricanisme extrémiste, et on va commencer à trier ce qui est bien, ce qui est bon panafricanisme et ce qui n'est pas bon panafricanisme. Pourtant, de base, quand on disait que quelqu'un était un panafricain, c'était clair. C'était soit vous êtes panafricain, soit vous n'êtes pas panafricain. Mais quand vous associez panafricain, c'est un peu comme si tu es panafricain sauce barbecue, tu es panafricain sauce... ça n'a pas de sens. C'est soit tu es panafricain, soit tu ne l'es pas du tout. Et cette faille que le Bassirou Diomaye Faye et Sonko sont en train de créer pour moi est probablement peut-être ce qui va causer leur chute s'ils sont vraiment sérieux dans cette démarche-là. Parce que justement, c'est à partir de là qu'on va aborder le troisième point. Le troisième point, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui nous disent, les gars, non, Diomaye Faye et Sonko ne nous ont pas trompés. Vous allez trop vite en besogne. La seule différence, c'est qu'ils sont stratégiques. Et on pourrait accorder du crédit à ça, très honnêtement, parce que on voit bien que Sonko et Diomaye Faye sont en train de jouer à un discours de gentil flic et méchant flic. Et dans ce gentil flic, en fait, Diomaye Faye est le gentil flic. C'est le gars que lorsqu'il arrive au pouvoir, il va essayer de parler à tout le monde. Il est quand même parti rendre des visites à des dirigeants politiques qui voulaient envahir leurs voisins et détruire leur pays et par extension leur population. Et de l'autre côté, vous avez son premier ministre qui lui tient un discours beaucoup plus émancipateur et beaucoup plus radical, beaucoup plus clair et direct, beaucoup plus straightforward. Je vous laisse écouter. Le phénomène dont je viens de parler n'est pas accepté, il est toléré. Et le plus grand danger que peuvent encourir les membres de ces communautés, c'est la propagande qu'on veut nous imposer. Parce que depuis l'aube des temps jusqu'à présent, les sociétés ont vécu avec ces phénomènes et il n'y a jamais eu de persécution, ni ici au Sénégal, ni nulle part en Afrique. Jamais eu de persécution contre ces communautés. Chaque peuple a connu ces phénomènes au point de lui trouver des concordances sémantiques. Ici au Sénégal, on dit Gor Djigen. Ce n'est pas tombé du ciel, c'est parce que ça existe. La question monétaire, qui est une question qui nous semble fondamentale. Parce que, M. Mélenchon, nous avons, comme je l'ai dit, un pays à transformer. Et cette extraordinaire jeunesse que vous voyez attend beaucoup de nous. On ne peut pas imaginer une seconde que la France puisse avoir une monnaie qui ne lui appartienne pas véritablement. L'autre élément, c'est la sécurité. La présence de bases militaires étrangères au Sénégal. Cette présence de bases militaires suscite des interrogations légitimes, plus de 60 ans après nos indépendances. Lorsque vous écoutez ce discours-là, vous êtes en train de vous dire, oui, mais en fait, est-ce que les responsables politiques au Sénégal actuellement sont schizophrènes? Parce que quand vous voyez des actes déposés par Bassirou Diomaye Faye d'un point de vue politique et que vous voyez les discours tenus par Sonko, vous êtes en train de vous dire, mais en fait, on a l'impression qu'il y a deux directions politiques qui sont en train d'être jouées. Et moi, je vais vous dire une chose, je pense que c'est probablement une stratégie politique, mais c'est une stratégie politique qui va arriver à sa défaite. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans cette période-là, les gars. Il fallait faire ça dans les années 50. Et même dans les années 50, ça n'a pas eu de résultats. Le fait de vouloir jouer sur deux tableaux à la fois, ça ne paye pas. Vous savez pourquoi ça ne paye pas? Parce que pour pouvoir jouer sur deux tableaux à la fois, il faut comprendre qui sont ses ennemis. Les responsables politiques sénégalais aujourd'hui croient en fait qu'en essayant de jouer le plus malin avec
officines occidentales, ils vont pouvoir gratter ce qu'ils peuvent gratter là-bas. Mais comprenez que ces gens ne vous perçoivent pas autre chose comme des sociétés esclavagistes chez qui ils doivent établir une politique de pillage et de non-développement. Donc il n'y a pas trop de définition, il n'y a pas trop de blabla à avoir. On peut faire de la diplomatie, mais la direction politique doit être claire. Mais en fait, j'ai l'impression que les responsables politiques du Sénégal, à savoir Sonko et Diomaye actuellement, essayent de jouer sur la corde sensible en disant que non, on va discuter avec les structures occidentales, etc. Mais en même temps, on va discuter avec la Russie, etc. Ça ne paye pas. Et je vais vous donner quelques exemples. Lorsque le colonel Kadhafi, justement, a une partie de son ascension au pouvoir, parce que les gens prennent toujours Kadhafi qu'à un moment donné où il a parlé du dinar or, de créer les États-Unis et de l'Afrique, etc. Durant toute la vie politique de, justement, Muammar Kadhafi, il n'a pas que été panafricain. Le gars d'abord était, je tiens à le préciser, d'abord panarabisme. C'est-à-dire, il voulait rentrer dans le panarabisme, mais il a compris qu'en fait, les gens ne le considéraient pas là-bas. On s'en foutait de lui. Et donc, il est rentré maintenant dans un panafricanisme beaucoup plus profond. Mais par contre, il jouait aussi sur les deux tableaux. Lorsqu'il essayait de se rendre à Paris, rencontrer Sarkozy à l'époque, dormir sur sa tente à Paris, et puis par la suite essayer de jouer aussi avec la Russie, etc. Vous savez ce qui s'est passé? Lorsque les Occidentaux ont décidé à un moment donné que bon, on a fini d'utiliser ce bougnoul-là, excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça qu'ils vous perçoivent en fait. Vous devez comprendre ça à un moment donné ou à un autre. Donc ils ont dit bon, ce bougnoul-là, on a fini de l'utiliser, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va finir avec son cas. Donc on va commencer à dire oui, autant ONU, on va aller l'attaquer, il est en train de tuer sa population civile. Bon, c'est le discours récurrent quoi. Mais en fait, vous savez ce que la Russie et la Chine ont fait? La Russie et la Chine n'ont pas mis de veto. La Russie et la Chine se sont juste abstenus. Mais on sait ce que ça veut dire politiquement. Quand on s'abstient, surtout quand ça concerne l'attaque de quelqu'un, ça veut dire clairement que moi je valide, mais je ne veux pas me mouiller. Donc en fait, le fait de vouloir jouer sur les deux tableaux, ça ne paye pas. Et l'Algérie l'a aussi payé récemment. Parce que l'Algérie, qui a été militairement, je vais dire, soutenue de façon concrète par la Russie, et même armée aujourd'hui, une bonne partie de l'arsenal militaire algérien vient de la Russie. Mais en fait, lorsque la Russie a fait son opération spéciale, les Occidentaux ont proposé à l'Algérie que, en fait, est-ce que vous pouvez produire plus de pétrole? Avec pour objectif justement d'attaquer les sanctions qu'ils sont en train de mettre contre la Russie. Mais en fait, l'Algérie a joué le jeu. Au lieu de dire que non, je veux soutenir mon partenaire politique de longue date qu'est la Russie. Non. L'Algérie a vu que ses intérêts. Elle a décidé de mettre aussi un pied à gauche. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite à votre avis? Pour ceux qui n'ont pas suivi, eh bien, l'Algérie devait rejoindre ce qu'on appelle les BRICS. Mais l'Algérie n'a pu rejoindre les BRICS. Vous savez pourquoi? Pour la simple et la bonne raison que la Russie s'est rendue compte que, mais en fait, vous êtes en train de jouer double jeu. Et non seulement ils étaient en train de double jeu, il faut qu'on ne parle même pas aussi de ce que l'Algérie est en train de faire dans le pétrole du Mali. Mais ça, c'est un autre débat là-bas. Mais c'est de dire concrètement que le fait que l'Algérie voulait aussi jouer sur les doubles jeux, ça a empêché son accession aux BRICS. Le jeu que Sonko et Faye sont en train de jouer, Diomaye Faye sont en train de jouer actuellement au Sénégal, pour moi, c'est un jeu hyper dangereux. C'est un jeu excessivement dangereux. Et donc, je veux conclure en 3 points. Premier point, il ne faut pas se laisser avoir par les personnalités politiques qui arrivent et qui vous sortent un bon discours. Que ce soit Mélenchon, que ce soit même Jésus-Christ qui arrive de Paris, on s'en fout. Comprenez une chose, c'est que qu'ils soient de gauche, du centre ou de droite, ils ne cherchent que l'intérêt de leur peuple. Et ça, pour moi, ça me paraît normal. Hein. Ils ne sont pas à tort dans ça. Ce qui me pose problème, c'est les afro-descendants qui apportent trop de crédit et trop de sympathie à ces personnalités-là. Parce qu'elles se font draguer trop facilement. On dirait des gamines de 16 ans qui n'ont jamais connu l'amour. Quand on vient juste vous dire, oui, mais Sankara, vous êtes là, oh mon Dieu, Mélenchon, il faut essayer de comprendre, il faut qu'il vienne au pouvoir, mais vous êtes bornés, vous n'avez pas compris en réalité ce qui se passe. Ce n'est qu'un jeu de dupes. Ça, c'est la première des choses. Deuxième point, comme je l'ai dit dans cette vidéo, le délire du panafricanisme de gauche. Les gars, moi, je ne comprends pas ce que vous voulez dire par panafricanisme de gauche. Il y a le panafricanisme, il n'y a pas de panafricanisme. Panafricanisme, c'est l'unité territoriale, économique et culturelle des différentes formes de panafricanité. On peut créer des confédérations, etc. Mais c'est l'unité concrète. Que quelqu'un qui vit en Afrique du Sud n'ait pas de problème demain s'il doit prendre un billet d'avion et arriver prochainement en Guinée. Qu'on ne lui demande pas 35 visas, comme le disait Dangote, pour pouvoir voyager sur son propre continent. Tandis que quelqu'un qui arrive de Paris, lui peut voyager beaucoup plus facilement de la Tanzanie en passant par le Libéria et en remontant vers le Soudan du Sud. Donc c'est ça le vrai panafricanisme. Il n'y a pas de panafricanisme de gauche. Lorsque vous commencez déjà à parler de panafricanisme de gauche, à mon avis, vous êtes en train de tuer et vous êtes en train de faire ce qu'on appelle mettre le ver dans le fruit. Vous êtes en train de tuer un mouvement politique qui a pour base, objectif ultime, l'unification de différentes formes d'africanité. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, en mon sens, c'est de dire ceci, c'est que le jeu de dupes que, en fait,
les dirigeants sénégalais sont en train de jouer actuellement, qui est de mettre un pied à gauche, mais en fait mettre un pied à droite, en fait de danser la bachata et de dire que oui, mais peut-être que je vais traiter avec les Occidentaux, puis après je vais traiter avec les Russes. Ça ne fonctionne plus, les gars. On parle de monde multipolaire, c'est réel. Et les deux puissances les plus en avant aujourd'hui, à savoir la Chine et la Russie, je veux dire à l'exception des pays occidentaux, sont dans cette démarche claire-là. Donc si vous voulez jouer sur les deux tableaux, vous allez perdre. Et je sais qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ne sont pas d'accord avec ça parce qu'ils sont très jaloux de ce qu'ils appellent leur démocratie. Mais en fait, le Sénégal, vous ne pourrez rien faire seul si vous voulez être puissant dans le monde. Bassirou Diomaye Faye dit à Assimi Goïta, ta décision, je ne la respecte pas. Tu dis que tu as quitté la CEDEAO, que le Mali a quitté la CEDEAO. Moi, Bassirou, je viens d'être élu au Sénégal, je te dis que tu es toujours dans la CEDEAO. Bassirou dit au Burkina Faso, il dit au président Ibrahim Traoré, ta décision en tant que chef de l'État burkinabé, moi, Bassirou, je ne la considère pas. Tu dis que le Burkina a quitté la CEDEAO, mais moi, Bassirou, je dis que le Burkina est toujours dans la CEDEAO et qu'il doit y rester. C'est du mépris. Bassirou, je ne sais pas sur quoi il compte pour se tenir devant le président Tchani, le général Tchani, président du Niger, et lui dire, moi, Bassirou, je te dis, Tchani, tu dis que le Niger a quitté la CEDEAO, mais moi, Bassirou, je dis que le Niger est encore dans la CEDEAO et je vais maintenir le Niger dans la CEDEAO. Le mépris, c'est du mépris. Et il faut que les Sénégalais disent ça au président. Arrêtez de flatter le président quand il déconne. Aidez le président. Vous les conseillers qui êtes au palais à Dakar, allez voir le président pour lui dire d'arrêter sa tournée. Ou plutôt d'arrêter de mettre le nom du Mali, du Burkina et du Niger dans sa bouche pendant la tournée. De laisser ces trois noms. Parce que c'est en train de détruire toute l'aura positive avec laquelle il est arrivé au pouvoir. Il est en train de se flinguer. Il est en train de se flinguer, Bassirou. Il faut être quelqu'un qui ne l'aime pas pour ne pas lui dire ça. Supplier Bassirou d'arrêter. Il nous fait mal au cœur. J'ai pitié pour le peuple sénégalais qui est mort pour lui quand il parle comme ça. Bassirou Moïse Sonko, Moïse Sénégal. Le peuple sénégalais ne vous a pas donné le pouvoir de mépriser le peuple malien, le peuple burkinabé et le peuple nigérien pour faire plaisir aux vieux grigous sorciers qui veulent vous manger cru. Même Dubaï, que vous voyez là, Dubaï, ça fait partie d'un ensemble de trucs. Vous voyez un pays, même Singapour est protégé par d'autres ensembles encore plus costauds. Etc., etc. Personne ne fonctionne de façon isolée dans son coin. Ça n'existe plus. On est dans la période de ce qu'on appelle les suprapuissances. Et ce n'est que les suprapuissances qui vont pouvoir tenir tête face aux autres aujourd'hui. Et donc, je vais conclure cette vidéo juste en disant ceci. C'est que j'espère que vous avez compris plus en profondeur ce que je vais dire dans cette vidéo. C'est que les dirigeants politiques sénégalais, de mon point de vue, je ne pense pas qu'ils ont trahi la cause panafricaine. Je pense qu'ils sont en train de faire beaucoup de faux pas. Mais ils sont en train de croire que leur stratégie va bien fonctionner sur le long terme. Moi, je pense que la stratégie va arriver à l'échec. À moins que ce soit stratégique pour à un moment donné frapper fort. Ok, à ce moment donné, là, pas de problème. Mais si c'est une stratégie de vouloir jouer toujours sur les deux camps, ça va très mal finir pour eux. Moi, j'en suis presque sûr. Et c'est peut-être même le peuple sénégalais qui va décider, par définition, de les enlever du pouvoir. Parce qu'ils vont décider de mettre quelqu'un au pouvoir beaucoup plus radical encore. Je tiens à préciser que cette volonté de jouer la bachata, de danser sur les plans là, de dire un discours ici, mais tenir un discours à droite, c'est exactement la même chose qu'a voulu faire un certain Damiba lorsqu'il est arrivé au Burkina. Il était très occidentalisé, hein, mais il venait tenir des discours parfois qui étaient vides, mais qui donnaient un peu un côté d'anti-impérialiste. Et puis de l'autre côté, il partait à Paris, puis à Hong Kong. Enfin, on ne comprenait pas trop ce qu'il faisait en fait. Et c'est parce que justement, il n'était pas assez clair sur ses intentions que les gars lui ont dit, vas-y, dégage. On est dans une période de libération. Et la libération, en fait, c'est by enemy necessary. Il n'y a pas de danse à avoir. On ne doit pas danser la bachata. Partagez votre avis dans les commentaires. Et comme je l'ai dit, j'ai fait une énorme surprise à tous ceux qui sont inscrits à Aphrodidacte ici et ceux qui sont inscrits aussi à ma plateforme Kemi School. Le lien se trouve dans la description. Il y a un lien dans la description. Vous allez cliquer dessus, c'est le premier. Et vous aurez en tout cas quelque chose que je vous propose. Je vous invite à aller le faire. Et bien sûr, revenir par la suite ici. Partagez votre avis en commentaire. C'était Will pour Aphrodidacte. Je vous dis à la prochaine. Au TEP, le Kemi.